Bonjour, je viens vous présenter une nouvelle vidéo sur les notions de cinétique chimique. C'est comme d'habitude un exercice corrigé dans la partie qu'on aurait pu appeler une iodométrie. Voilà, on mélange dans un bécher un volume V1 égale 25 ml d'une solution S d'iodure de potassium de concentration C1 et dans un autre bécher on place un volume V2 égale 25 ml d'une solution S2 d'eau oxygénée acidifiée de concentration C2. À la date T égale 0, on mélange les contenus des deux béchers et on agite. La réaction lente et totale qui se produit est d'équation H2O2 plus 2H3O plus 2I- donne 4H2O plus I2. Pour étudier la cinétique de cette réaction, on prépare des prélèvements identiques de volume Vp égale 5 ml chacun et on dose la quantité de H2O2 restante dans chaque prélèvement par une solution de permanganate de potassium KMnO4 en milieu acide de concentration molaire C égale 0,5 mol par litre, soit V, le volume de la solution de KMnO4 nécessaire pour obtenir l'équivalence. L'équation de la réaction de dosage rapide et totale s'écrit 2MnO4- plus 3H2O2 plus 6H3O+, donne 2Mn2+, plus 4O2 plus 12H2O. Les résultats de dosage ont permis de tracer le graphe d'évolution de la quantité de matière d'eau oxygénée restante, voir la figure. Voilà, donc la quantité de matière de H2O2 restante en 10 puissance moins 4 mol évolue entre 5 et ici là on a 1, 2, 3, 4, ça doit être 1, donc 2. Donc ça évolue donc entre 5 et 2. Maintenant, première question, petit a. Donnez la définition d'une réaction totale. Petit b. Prélever du graphe la quantité de matière initiale de l'eau oxygénée dans chaque prélèvement. Petit c. Dresser le tableau d'avancement de la réaction en utilisant les quantités de matière initiale dans chaque prélèvement et en considérant que les ions hydronium H3O+ sont en excès. Petit d. En utilisant le graphe, préciser le réactif limitant. Calculer la quantité de matière initiale des ions iodure dans chaque prélèvement. Petit e. Déduire la concentration molaire de l'eau oxygénée et des ions iodure dans le mélange. Calculer alors C1 et C2 avant le mélange. Deuxième question, petit a. Définir la vitesse de disparition de H2O2 au cours de la réaction. Calculer sa valeur maximale. Petit b. Définir la vitesse volumique moyenne de disparition de H2O2 et calculer sa valeur entre les instants T1 égale 0 minutes et T2 égale 15 minutes. En déduire celle de I- entre ces mêmes instants. 3. Définir puis déterminer le temps de demi-réaction. 4. Déterminer la composition du mélange à la date T2 qui est égale à 15 minutes. Donc voilà l'énoncé donc du problème. J'espère que vous avez bien suivi la lecture. Voilà, nous allons maintenant passer à la résolution, donc à la réponse aux questions. Voilà, à la question donc petit a, nous allons définir une réaction chimique qui est totale, donc une réaction totale. Une réaction totale, c'est une réaction qui évolue jusqu'à la disparition totale de l'un ou des deux réactifs. Maintenant, prélèvement de N de H2O2 prélevé. Voilà. Alors, le nombre de moles de H2O2 initial, c'est 5 10 puissance moins 4 moles. On l'obtient par simple lecture, c'est le début de la courbe. Nous allons maintenant dresser le tableau d'avancement de la réaction. Alors, nous considérons donc l'équation bilan de la réaction. H2O2 plus 2H3O plus 2I- donne 4H2O plus I2.
À la date T égale 0, les nombres de moles, on les note N02 et N01. C'est les nombres de moles initialement présents dans le prélèvement. Les produits, leur nombre de moles, on les note 0 et 0. À une date T maintenant, le coefficient stoichiométrique d'H2O2 étant 1, on va écrire donc les nombres de moles restants des réactifs et les nombres de moles formés donc des produits en fonction donc d'un réel X. Voilà. Donc on va écrire pour H2O2 le nombre de moles restants, on va l'écrire N02 moins X, c'est le coefficient stoichiométrique fois X. Pour I moins, ce sera N01 moins 2 fois le coefficient donc 2 que multiplie X. Ça fait donc N01 moins 2X. Pour l'eau, on va mettre 4 fois X, ça fait donc 4X. Pour I2, on va mettre 1 que multiplie X, ça fait tout simplement X. À T final, on considère simplement que X égale X max. Maintenant, à la question 1D, nous allons préciser les réactifs limitants. Ensuite, nous allons calculer aussi le nombre de moles de I- initialement prélevé. Voilà. Bien, on reprend donc la courbe. Il est important de voir que ici, dans cette courbe contient alors le réactif limitant. Parce que disons, la réaction, elle est totale. Nous avions dit tout à fait au début qu'une réaction totale est une réaction qui évolue jusqu'à la disparition totale de l'un ou des deux réactifs. Cela veut dire que si la réaction est totale, un des réactifs va disparaître, comme les deux réactifs peuvent disparaître totalement donc à la fin de la réaction. Alors maintenant, si on a cette représentation graphique, cette courbe que nous avons, elle décroît donc, elle quitte 5 et décroît jusqu'à 2. Parce que si on regarde là, 1, 2, 3, 4, 5. Le 5, il est là. Ça veut dire que donc chaque graduation, c'est 1. Donc ici, c'est 2. Quand on regarde ici cette partie 2, la courbe, elle est croissante ici. Elle est plutôt constante. Elle est horizontale. Si une courbe présente une partie horizontale, cela veut dire que la réaction n'évolue plus. Puisque la réaction est totale, elle s'arrête ici. Voilà donc le nombre de moles de H2O2 à la fin de la réaction. Donc, je répète, si vous avez une telle représentation d'une courbe, si une courbe présente une partie horizontale, cela veut dire que la réaction n'évolue plus. La vitesse est nulle. La réaction étant totale, on est donc à la fin de la réaction. À la fin de la réaction, donc, le nombre de moles de H2O2 final, elle vaut donc 2 puissance moins 4 moles. Voilà. Donc la réaction, elle est totale. Elle n'évolue plus. Donc on est à la fin de la réaction. J'espère que vous suivez bien. Donc à la fin de la réaction, le nombre de moles de H2O2, n'est-ce pas, n'a pas totalement disparu. Or la réaction est totale. Cela veut dire donc que H2O2 est le réactif est le réactif plutôt en excès. C'est le réactif qui est en excès. Puisque c'est le réactif en excès, donc I- est donc le réactif en défaut, que l'on appelle aussi le réactif limitant. Donc si vous avez une telle courbe, une courbe qui a une telle allure, cela représente deux choses. Soit c'est le réactif en excès si la réaction est totale, ou bien sinon on a une réaction partielle et que l'on a atteint l'équilibre. J'espère que vous avez bien compris. Mais quand la réaction est totale, si on sait d'emblée que la réaction est totale, si on a un réactif dont le nombre de moles évolue, mais qui, à un certain moment donné, garde une valeur constante différente de 0, cela veut dire toujours que ce réactif-là considéré est donc le réactif en excès. Donc cette courbe représente alors la courbe du réactif en excès, parce qu'on est à la fin de la réaction qui est totale, et que ce nombre de moles final est non nul. Voilà. Donc H2O2 est donc le réactif en excès. Donc H2O2 final, son nombre de moles est différent de 0. Donc c'est le réactif en excès. Puisque c'est H2O2 qui est le réactif en excès, on peut conclure alors que I- est le réactif limitant, que l'on appelle aussi le réactif en défaut. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Assez intéressant. Alors maintenant, nous allons essayer de chercher le nombre de moles de I- initialement présent dans le prélèvement. Pour cela, on va utiliser donc le bilan molaire, parce que rappelez-vous tout à l'heure, pour H2O2, on connaît le nombre de moles initial, c'est 5 10 puissance moins 2 moins 4 moles. On connaît également le nombre de moles final, nous l'avons marqué tout à l'heure sur la courbe, c'est 2
10 puissance moins 4 moles, donc on peut connaître le nombre de moles réagis. C'est simplement le nombre de moles initial, donc 5 moins 2 qui donne donc 3, 10 puissance moins 4 moles. Voilà, donc nous connaissons alors le nombre de moles de H2O2, n'est-ce pas, réagi, mais on cherche simplement le nombre de moles de I-. Mais puisque I- est le réactif limitant, son nombre de moles réagi est égal à son nombre de moles initial. Donc le réactif limitant, c'est le réactif, comme son nom l'indique, qui réagit totalement, qui disparaît totalement. Cela veut dire donc qu'à la fin de la réaction, son nombre de moles initialement introduit va totalement réagir. Donc pour le réactif limitant, le nombre de moles réagis à la fin de la réaction est tout simplement égal à son nombre de moles initial. Nous allons donc écrire les bilans molaires relativement à H2O2 et à I. À I-, nous avons N de H2O2 réagi. Voilà, donc N de H2O2 réagit égale N de I- sur 2. Par conséquent, N de I- égale 2 fois N de H2O2 réagit. Voilà, le nombre de moles de I-, c'est 2 fois le nombre de moles de H2O2 réagit. Or, ces quantités-là se trouvent sur la courbe. Le nombre de moles final est connu, c'est 2 10 puissance moins 4 moles. Le nombre de moles initial de H2O2, c'est 5 10 puissance moins 4 moles, c'est le début de la courbe. On peut en déduire donc le nombre de moles de H2O2 réagit, qui est donc le nombre de moles initial moins le nombre de moles final. Voilà. Donc N de H2O2 réagit est donc égal à 5, donc 10 puissance moins 4 moins 2 10 puissance moins 4, soit 3 10 puissance moins 4 moles. Voilà, puisque le nombre de moles de I- est égal à 2 fois le nombre de moles de H2O2 réagit et que cette quantité vaut 3 10 puissance moins 4 moles. Donc le nombre de moles de I- c'est donc 2 fois ceci, ce qui donne 6 10 puissance moins 4 moles. Voilà donc le nombre de moles de I- initial. Le nombre de moles de I- initial dans chaque prélèvement vaut 6 10 puissance moins 4 moles. Voilà. C'est donc 2 fois le nombre de moles de H2O2 réagit. Bien, maintenant, question suivante, question déduction des concentrations de H2O2 et de I- dans le mélange et calcul des concentrations initiales C1 et C2. Alors là, il faudra que l'on remarque que les concentrations de H2O2 et de I- dans le mélange sont les mêmes que les concentrations de H2O2 dans le prélèvement. Rappelez-vous, le prélèvement ne modifie pas la concentration. Donc, pour trouver, n'est-ce pas, les concentrations de H2O2 et de I- dans le mélange, on calcule simplement les concentrations de H2O2 et de I- présents dans le prélèvement. Voilà. Or, dans le prélèvement, nous venons de calculer le nombre de moles initial de H2O2 qui est 5 10 puissance moins 4 moles. Et le nombre de moles initial de I- c'est 6 10 puissance 4 moins 4 moles. Le volume prélevé, rappelez-vous, c'était 5 ml. Voilà. Donc, dans le prélèvement, le nombre de moles d'H2O2 initialement introduit, c'est 5 10 puissance moins 4 moles. Le nombre de moles de I- introduit, c'est 6 10 puissance moins 4 moles. Nous connaissons donc les nombres de moles donc, respectifs de H2O2 et de I- dans le mélange, donc plutôt dans le prélèvement. Alors on va simplement diviser donc par le volume du prélèvement. Donc la concentration d'H2O2 est donc égale au nombre de moles d'H2O2 divisé par le volume prélevé, et on fait une simple application numérique. Le volume prélevé c'est 5 ml, soit 5 10 puissance moins 3. Donc voilà ce que nous avons fait avec H2O2. On va faire de même avec I-. J'espère donc que vous avez bien compris. Alors donc la concentration de H2O2 donne donc 0,1 mol par litre. Maintenant on va calculer la concentration de I-, ça va aller vite. Donc c'est le nombre de moles donc de I- sur le volume prélevé, soit 6 10 puissance moins 4 sur 5 10 puissance moins 3, autrement dit donc 0,12 mol. Voilà donc la concentration de I- dans le prélèvement. À noter que ces concentrations d'H2O2 et de I- dans le prélèvement sont les mêmes concentrations de ces deux, donc de ces deux espèces, n'est-ce pas,
dans le mélange. Nous allons en déduire les valeurs donc de C1 et de C2 qui sont les concentrations initiales. Alors, donc, il faut comprendre que les valeurs que nous avons calculées sont les concentrations dans le prélèvement qui en même temps représentent les concentrations dans le mélange. C'est comme si donc la concentration dans le mélange d'H2O2 c'est 0,1 mol par litre et la concentration dans le mélange de I- c'est 0,12 mol par litre. Et le mélange quand même il a pour volume total, le mélange initial son volume total, rappelez-vous, on avait les volumes V1 et V2 de valeur 25 ml. Voilà. Donc la solution de cas ici, vous rappelez bien, son volume est V1, sa concentration est C1, c'est inconnu. La solution d'H2O2, son volume est V2, sa concentration est C2, c'est une inconnue. Maintenant, on peut les associer des nombres de moles respectifs N1 égale C1, V1, N2 égale C2, C2, V2. Hein? Voilà. Donc, ce nombre de moles N1 de I-, c'est C1, V1. On peut calculer alors le nombre de moles aussi de I- dans le mélange en utilisant la concentration. Alors, on peut essayer schématiquement, n'est-ce pas, de vous expliquer cela pour que vous compreniez mieux. Alors, lorsqu'on considère les ions I-, leur nombre de moles c'est C1, V1, l'eau oxygénée H2O2 également, son nombre de moles initial c'est N2, c'est C2V2. Maintenant, c'est ça qu'on a mélangé. Voilà, pour calculer ou exprimer maintenant ce nombre de moles N1, on a besoin donc de la concentration donc de I- que multiplie donc le volume total du mélange. Voilà le mélange. Voilà. Donc, sinon, un volume V1, un volume V2, quand on fait le mélange, on a un volume qui est égal à V1 plus V2. Et dans ce mélange, on a calculé la concentration de I- dans le mélange. Nous avons aussi calculé la concentration initiale, n'est-ce pas, de H2O2 dans le mélange. Et ces concentrations de I- et de H2O2 dans le mélange ne sont rien d'autre que les concentrations qui sont présentes, que nous avons déterminées dans le prélèvement. Donc la concentration de I- que nous avons calculée tout à l'heure, c'est la concentration de I- dans le prélèvement. Elle a la même valeur que la concentration de I- dans le mélange. La concentration également d'H2O2 que nous avons calculée tout à l'heure dans le prélèvement, elle est égale à la concentration donc d'H2O2 dans le mélange. Donc le nombre de moles de I- qui est introduit dans le mélange, d'une part c'est C1, V1, d'autre part c'est la concentration de I- dans le mélange qui est la concentration de I- dans le prélèvement que nous avons calculé, multiplié simplement par le volume du mélange. Voilà. Donc ces nombres de moles N1 égale C1, V1 sont introduits ici dans le mélange. Voilà. Donc puisque nous connaissons la concentration de I- dans le mélange, donc on peut dire que N1 égale C1, V1, mais c'est aussi égal à la concentration de I- fois le volume total. On fait de même pour H2O2, n'est-ce pas? Le nombre de moles d'H2O2 c'est C2V2, c'est aussi égal à la concentration d'H2O2 multiplié par le volume du mélange. Voilà de façon schématique un bon dispositif qui vous permet de mieux comprendre. Alors la concentration de I- c'est N1 sur le volume total, c'est C1V1 sur le volume total. Alors donc C1V1 fois le volume total égale à la concentration de... C'est C1 plutôt V1 égale à la concentration de I- que multiplie le volume total. On tire simplement la valeur de C1. Voilà. D'où C1 est donc égal à la concentration de I- fois... Voilà. Donc on fait... Donc... voilà, c'est la concentration de I- facteur donc de V1 plus V2 sur V1. Voilà. Ok, on trouve simplement 0,24 mol. Donc C1 vaut 0,24 mol. J'espère que donc vous avez bien compris. Maintenant, nous allons calculer C2 d'H2O2, c'est N2 sur le volume total, c'est C2V2 sur le volume total. Alors, C2V2 égale concentration d'H2O2 fois le volume total. Voilà, et on tire C2, voilà. Voilà, donc C2 est égal à la concentration d'H2O2 multiplié par V1 plus V2 sur V2. Voilà. Donc, simple application numérique.
on trouve donc 0,2 mol. Donc voilà la concentration initiale donc en eau oxygénée. Nous avons aussi calculé la concentration initiale en ion I-. Donc cette disposition que nous avons, n'est-ce pas, utilisée est très fréquente. C'est des exercices ou des questions qui sont très fréquentes que vous allez souvent rencontrer en cinétique chimique. Il est vraiment important donc de vous approprier ces outils et ces explications. Maintenant, à la question 2A, nous allons définir la vitesse de disparition de H2O2 et nous allons calculer sa valeur maximale. Alors, c'est l'opposé de la dérivée du nombre de moles de H2O2 par rapport au temps. Sa valeur est maximale à la date T égale 0. Rappelez-vous des facteurs cinétiques. La concentration des réactifs elle est maximale à la date T égale 0. Donc, la vitesse elle est maximale au moment où la concentration des réactifs est maximale. Et ceci, c'est à la date T égale 0. Donc, la vitesse de disparition de H2O2, c'est donc moins D de H2O2 sur D de T. C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'origine, à la date donc T égale 0. C'est donc moins delta N sur delta de T de la tangente, l'opposé plutôt de... C'est donc l'opposé du coefficient directeur de la tangente à l'origine. Voilà. On reprend donc la courbe. L'énoncé nous a donc d'abord tracé la tangente. Donc ici, nous avons donc une tangente à l'origine qui est déjà tracée. Vous pouvez regarder comment cette tangente est tracée pour que quand vous rencontrez un exercice similaire, vous allez savoir comment vous allez tracer la tangente à l'origine. Voilà. Alors, elle coupe, n'est-ce pas, l'axe des abscisses, n'est-ce pas, à la valeur 13 minutes. Ok. Donc, on peut définir alors un certain angle alpha, dont la tangente sera ici moins delta n, et là sur ici un delta t. Le delta t vaut 13, donc là c'est 13, delta t. Voilà, le delta n, il n'y a pas de problème, comme vous le voyez bien, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il y a un delta n, moins delta n plutôt, qui est égal à 5. Voilà. Et là c'est delta t. Donc pour trouver donc, le coefficient directeur de la droite ou bien la vitesse, on trace, n'est-ce pas, quand on a deux points de la courbe, donc de la droite, on trace la verticale passant par le premier point et l'horizontale passant par le deuxième. Voilà, on fait apparaître donc un triangle rectangle, n'est-ce pas, qui contient un angle alpha, dont la tangente est égale simplement à la vitesse qui est recherchée. Donc delta n vaut 5, donc nous avons un angle alpha ici. Voilà, donc moins delta n sur delta t, ça fait donc 5 10 puissance moins 4 sur 13, soit 3,85 10 puissance moins 5, et c'est ça tout simplement la vitesse de disparition instantanée, n'est-ce pas, d'H2O2 à la date T égale 0, qui représente la vitesse maximale. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien noté. Donc la vitesse de disparition de H2O2 à la date T égale 0, qui est la vitesse de disparition d'H2O2 maximale, elle vaut 3,85 10 puissance moins 5 mol minute moins 1. Voilà, nous allons maintenant passer à la question 2B, définition de la vitesse moyenne de disparition d'H2O2, et nous allons calculer sa valeur entre les dates T1 égale 0 et T2 égale 15 minutes. La vitesse de disparition d'H2O2, c'est égal à moins delta N sur delta T. Maintenant, nous allons calculer sa valeur. Et ça fait donc moins N2 sur N1, n'est-ce pas, sur T2 moins... C'est moins N2 moins N1 sur T2 moins T1. Donc, à la date T1 égale à 0, N1 c'est 5 10 puissance moins 4 mol, c'est le début. Maintenant, si vous retournez à la courbe, à la date T2 égale à 15 minutes, alors N2 vaut 2,5 10 puissance moins 4. Voilà, donc on connaît la valeur de N1 à la date T1, on connaît la valeur de N2 à la date T2. Maintenant, la valeur de N1 à la date donc T1, c'est évident, c'est le début, 5 10 puissance moins 4. Maintenant, pour avoir la valeur N2 à la date T2 égale 15 minutes, il faut retourner sur la courbe et faire une projection. Voilà, quand vous projetez sur la valeur 15,
le point de la courbe qui a pour abscisse 15 a pour ordonnée N2 égale 2,5 10 puissance moins 4. Nous allons maintenant par la suite faire une application numérique simple. Donc, voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc 15 correspond à 2,5 10 puissance moins 4 et 0 lui correspond à 5. Voilà, donc 0 correspond à 5 10 puissance moins 4, c'est énorme. Donc T1, voilà T2 et on calcule. Simple application numérique. On trouve que la vitesse moyenne de disparition d'H2O2 vaut 1,67 10 puissance moins 5 mol. Donc voilà, sur la courbe, quand vous projetez, vous marquez la valeur 15 et que vous projetez sur la courbe, le point qui a pour abscisse 15 a pour ordonnée N2 égale 2,5, n'est-ce pas? N'oubliez pas, il y a ici 10 puissance moins 4. Voilà. Donc la vitesse devient donc 1,67 10 puissance moins 5 mol minute moins 1. Voilà. À la question 2b, nous allons déduire la vitesse moyenne de disparition de I- entre les dates T1 égale 0 et T2 égale 15 minutes. Alors, il faut revenir à l'équation bilan de la réaction. Voilà, le nombre de moles, quand on regarde H2O2 et le nombre de moles de I-, on peut, à travers le bilan molaire, écrire la relation. Le nombre de moles d'H2O2 réagi est égal au nombre de moles de I- réagi sur 2. La relation vérifiée par les nombres de moles dans le bilan molaire est également vérifiée avec les vitesses moyennes de disparition. Si le nombre de moles de H2O2 réagi sur 1 est égal au nombre de moles de I- réagi sur 2, cela veut dire également que la vitesse instantanée ou la vitesse moyenne de disparition de H2O2 est égale à la vitesse moyenne ou bien à la vitesse instantanée de disparition de I- sur 2. Voilà. Donc la vitesse moyenne de disparition d'H2O2 est égale à la vitesse moyenne de disparition de I- sur 2. Voilà. On fait donc vitesse moyenne voilà, de disparition de I- égale 2 fois la vitesse moyenne de disparition d'H2O2. On fait une simple application numérique et on trouve 3,34 10 puissance moins 5 mol minute moins 1. Donc retenez cela. Quelquefois, on peut nous demander dans certains exercices comme ici de déterminer d'abord la vitesse moyenne de disparition de H2O2 puis nous demander d'en déduire la vitesse de disparition de I-. Voilà, il faut comprendre que la relation vérifiée par les nombres de moles est un peu similaire à celle vérifiée également par les vitesses de disparition et de formation. Voilà. Maintenant, 3 définitions et détermination de T1,5. Le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant disparaît. Pour la déterminer, à T1,5, puisque I- est le réactif limitant, donc à T1,5, le nombre de moles de I- réagi est égal au nombre de moles de I- initial sur 2. Ça veut dire quoi? Que donc à T1,5, le réactif limitant, n'est-ce pas, a réagi de moitié. C'est extrêmement intéressant si on comprend le sens. À la date T1,5, donc au temps de demi-réaction, le réactif limitant a réagi de moitié. Si le réactif limitant a réagi de moitié, il faut comprendre aussi que le nombre de moles donc aussi de H2O2 qui a réagi à T1,5 est égal au nombre de moles de H2O2 qui a réagi au total, divisé aussi par 2. C'est comme si aussi la quantité réagit aussi, n'est-ce pas, du réactif limitant, on réagit aussi de moitié à la date T1,5. Voilà, donc si on regarde la courbe pour la détermination graphique, ce ne sera pas très compliqué. On repère les valeurs, n'est-ce pas, finales et initiales. À la date T égale 0, nous avons 5 ici. Pour le réactif ici, en excès qui est H2O2, son nombre de moles final est là. Rappelez-vous, c'est 2. Donc le nombre de moles réagi quand on le regarde, c'est ceci. Voilà le nombre de moles total qui a réagi. Voilà. Donc pour trouver la date T1,5, c'est purement graphique. On peut même ne pas faire de calcul.
Donc quand vous avez une telle réaction, vous avez le nombre de moles initial du réactif en excès, vous avez donc son nombre de moles final. Alors vous prenez simplement ce segment-là qui est compris entre le nombre de moles initial et le nombre de moles final. Voilà, vous marquez son milieu et vous projetez. Vous avez la date T1,5. J'espère que vous avez bien compris. Donc prenez donc le nombre de moles total réagi de H2O2 sur 2 simplement. Et lorsqu'on le projette sur la courbe, on va tomber sur la date T1,5. On trouve environ une date T1,5 qui est égale à 6 minutes. Voilà. Donc quand vous voulez calculer, n'est-ce pas, la date, trouvez plutôt la date T1,5 graphiquement. Si vous avez une telle courbe, tout est graphique. Il n'y a même pas de calcul à faire. Vous marquez tout simplement le nombre de moles final. Voilà. Il faut aussi bien faire attention. Je dis bien le nombre de moles final là où la réaction, n'est-ce pas, où la courbe atteint une valeur horizontale. Il faut nécessairement qu'on ait la fin de la réaction. Voilà. La fin de la réaction, c'est quand la courbe présente une partie horizontale. Voilà. Donc, si vous avez une telle courbe qui présente une partie horizontale, cela veut dire que là, on est à la fin de la réaction. Et donc, voilà le nombre de moles final. Donc, on mesure simplement, on prend le segment, voilà, qui correspond au nombre de moles total réagi. On le divise simplement, on prend son milieu. Voilà, on projette sur la courbe et on a la date T1,5. J'espère que donc vous avez bien compris. On pourrait aussi faire les calculs. Bien, maintenant nous allons passer à la dernière question. Nous allons déterminer la composition du mélange à la date T2 égale 15 minutes. Cette question-là, elle est extrêmement intéressante parce que il faut comprendre que nous connaissons le nombre de moles de H2O2 restant à la date T égale 15 minutes, mais dans le prélèvement. Donc, à la date T2 égale 15 minutes, le nombre de moles que nous avons qui vaut 2,5 10 puissance moins 4 moles, c'est le nombre de moles de H2O2 qui sont présents dans le prélèvement. Or, ici, on nous demande de déterminer la composition du mélange. Donc, on a besoin donc de retourner au mélange initial. Donc, si on a le nombre de moles de H2O2 présent dans le prélèvement qui est 2,5 10 puissance moins 4 moles, or, rappelez-vous, le prélèvement, son volume, c'était combien? 5 ml. Voilà. Or, maintenant, le mélange a un volume donc de 25 ml qui vaut V1 plus 25 ml, ça fait 50. Donc, le prélèvement, il a un volume de 5 ml, mais le mélange a un volume de 50 ml. Autrement dit, le volume du prélèvement, du mélange est 10 fois plus grand que le volume. Le volume du mélange est 10 fois plus grand que le volume du prélèvement. Donc, le nombre de moles de H2O2 dans le mélange est 10 fois plus grand que le nombre de moles de H2O2 dans le prélèvement. Je répète. Donc, lorsqu'on regarde la courbe, le nombre de moles de H2O2 présent vaut 2,5 10 puissance moins 4 moles. Or, nous avons besoin de déterminer la composition du mélange. Autrement dit, nous avons besoin de déterminer le nombre de moles de chacune des espèces à la date T égale 15 minutes, mais dans le mélange. Donc, on n'est pas dans le prélèvement. La différence est que le prélèvement a un volume de 5 ml, alors que le mélange a un volume de 50 ml. Autrement dit, le volume du mélange, comme je l'ai dit, est 10 fois plus important que le volume du prélèvement. Donc, si on a dans le prélèvement 2,5 10 puissance moins 3 moles, donc dans le mélange, le nombre de moles de H2O2 restant à cette date sera tout simplement 2,5 10 puissance moins 3 moles. Donc, dans le mélange, le nombre de moles de H2O2 restant à la date T égale 15 minutes, elle vaut 2,5 10 puissance moins 3 moles. Vous avez bien compris, hein? Donc, je répète, le nombre de moles de H2O2 présent dans le prélèvement de volume 5 ml, c'est 2,5 10 puissance moins 4. Donc, dans le mélange qui a pour volume 50 ml, le nombre de moles de H2O2 vaut 2,5 10 puissance moins 3. Voilà. Maintenant, pour déterminer le nombre de moles des autres espèces, on va reprendre le tableau d'avancement. À la T égale 0, nous avons N02 qui vaut cette fois-ci C2V2. On n'est plus dans le prélèvement. On est dans le mélange, donc le nombre de moles N02 c'est C2V2. N01 on le prend C1V1. 0 et 0, N02 moins X, N01
moins 2x, 4x et x, voilà. Et on prend t final, voilà, mais c'est t qui nous intéresse ici. Voilà, étant donné que nous connaissons le nombre de moles de H2O2 présent à la date t égale à 15 minutes, donc ici, on ne fait que remplacer, n'est-ce pas, N2, on ne fait que poser donc N2 égale 2,5 puissance moins 3. On va trouver la valeur de x et en déduire les valeurs simplement des autres nombres de moles. L'eau, on peut le laisser parce qu'il est ultra majoritaire. Nous sommes ici en solution aqueuse, donc on peut simplement se limiter au calcul du nombre de moles de I- restant et du nombre de moles de I2. Donc nous allons simplement calculer x. C'est pourquoi le tableau d'avancement il est extrêmement efficace dans des questions qui consistent à déterminer la composition d'un mélange. Si on connaît le nombre de moles d'une des espèces, on peut en déduire les nombres de moles de toutes les autres. Voilà. Donc N02 moins x égale 2,5 puissance moins 3. Donc x égale N02 moins 2,5 10 moins 3, soit donc 2,5 10 puissance moins 3. Voilà. Donc ça c'est la valeur donc de x. X c'est le nombre de moles. N02 c'est le nombre de moles initial de H2O2, mais dans le mélange. Hein? Rappelez-vous, dans le prélèvement, le nombre de moles initial de H2O2 c'était 5 10 puissance moins 4. Voilà, maintenant dans le mélange, c'est 10 fois, ça fait donc 5 10 puissance moins 4 fois 10, ce qui donne 5 10 puissance moins 3. On peut aussi faire C2V2. Quand on calcule C2V2, on trouve 5 10 puissance moins 3 mol. Voilà. D'où x vaut 2,5 10 puissance moins 3, c'est intéressant. Et maintenant, le reste, on fait des simples applications numériques. Voilà. N de I moins c'est N01 moins 2x N01. Rappelez-vous, c'est C1V1, ça donne 6 10 puissance moins 3, c'est 1V1. Ou bien, on prend donc les 6 10 puissance moins 4 qu'on avait trouvé tout à l'heure, on le multiplie par 10. Et ce qui donne 6 10 puissance moins 3, moins 2,5 10 puissance moins 3, n'est-ce pas, fois 2, et 2 fois 2,5, rappelez-vous, c'est 10, et on trouve donc, c'est plutôt 5, et on trouve donc le nombre de moles plutôt de I- dans le mélange vaut 10 puissance moins 2 moles. Le nombre de moles de I2, lui, c'est X, ça vaut donc 2,5 10 puissance moins 3 moles. C'est extrêmement intéressant cette question. J'espère quand même que vous avez très bien compris. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est la fin donc de cette belle vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu et que vous avez tiré le maximum de bénéfices possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne mais d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Je vous remercie de votre aimable attention.